Bonjour à tous, nous sommes avec vous jusqu'à 14 h. On vous remercie d'être avec nous du lundi au vendredi en direct du ZCL News et aussi sur RHT et sur C10FM. J'ai avec moi Imad News tout à l'heure, il va développer l'information, mais on va recevoir aujourd'hui Eddie Compère, qui est directeur du Centre culturel Sounis. On l'attend, il est en chemin. Florimond, pour son ouvrage qu'elle vient de sortir. Voilà pourquoi il faut demeurer confiant, avec ANT à la fin. Emeline Dima, la chroniqueuse ZCL de ABC Entreprise, sera aussi avec nous et on va terminer avec Magali Marcin, la chroniqueuse du Numérique. Ce sera vers 13h30. Voilà ce qui fait la liste de nos invités pour l'instant. Mais les informations, c'est Iman News. Oui, bonjour à tous. Alors, au niveau de l'actualité, aujourd'hui, on va beaucoup parler de carnaval et de l'exposition carnaval qui a lieu au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre, organisée par le collectif Masquille-Tirel. On parlera aussi de VIM. On vous a posé la question de qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce groupe? Il sera aussi question donc, de la polémique autour de VIM avec Rudy Benjamin qui répondra à ces interrogations. On viendra par la suite parler du bilan du grand port autonome maritime de la Guadeloupe. Il sera aussi question de numérique avec la semaine des métiers du numérique et l'atelier de cybersécurité au Pôle emploi qui a eu lieu sur la commune de Basse-Terre. Mais on va déjà démarrer par l'exposition carnavalesque qui a lieu sur le pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Donc le collectif Masquille-Tirel expose autour du mas jusqu'au 15 février et célèbre donc ses 20 ans. On va voir un reportage de Gaëtan Borne. Aujourd'hui, c'est les 20 ans du KMK, donc la pointe en masse. Donc KMK qui est KMK qui est le collectif des masses culturelles. Il y avait dans les années 2004 environ 9 groupes, la plupart sont autour de Pointe-à-Pitre, un seul sur la Basse-Terre. En 2024, les choses ont beaucoup évolué et nous avons aujourd'hui une bonne quarantaine de groupes. Et dans la région pintoise, même les choses dans la région pintoise élargie, il y a environ 15 groupes. Donc il y a une progression énorme, mais disons globalement qu'en Guadeloupe aujourd'hui, il y a au moins un groupe dans chacune des communes de l'archipel. Il y a Massa-Robert, je reste d'abord dans Pointe-à-Pitre, Robert, Massa-Robert, 50 là. Après, nous avons Chêne-là. Autour des Abîmes, nous avons Mascaclé. Il y a aussi Unité-Mas, Camaron, Congessa de Sainte-Anne. Il y a aussi Mangrove-là de Sainte-Rose, Yo-même de Saint-François. Il y a aussi Combina-Mas de Marie-Galant. Voilà un peu les... J'ai également vu Mas de Vieux-Fort. Oui, les masques, oui, j'ai oublié, excusez-moi. Pas de souci. Les masques, là, vraiment, il faut toujours souligner les masques de Vieux-Fort. Ce sont des masques qui ont plus environ 110 ans d'existence et qui, quand même, c'est une référence pour nous, c'est le socle. Il est important de rappeler que les masses à peau sont nés en différence avec ce qui se faisait. Deuxièmement, la musique a été la musique à partir du tambour, du rythme, du mendé et autres. Et troisième, un autre élément aussi, on a préféré la logique du déboulé à celle du défilé. Le déboulé, c'est-à-dire, il nous faut du parcours, nous avons des choses à faire, nous devons nous exprimer sur un parcours, sur un chemin un peu long. C'est un peu différent du défilé qui se pratique différemment. Voilà, on va rester dans l'esprit du carnaval et on va parler du groupe VIM, donc Very Important Mass, avec des sorties nocturnes qui suscitent des polémiques. On vous a posé la question sur un micro-trottoir de ce que vous en pensiez. Ce que je pense que c'est un délire à la base. Enfin, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport aux réseaux sociaux, etc. Mais je pense que eux, c'est plus un amusement, un délire. C'est pas vraiment... Les gens prennent mot à mot ce qui a été dit. Et je pense que les gens sont là uniquement pour s'amuser, c'est tout. C'est même pas pour... Je pense pas que ça soit dans un autre domaine ce qu'on peut imaginer, tout ce qui est pornographique, tout ce qui est mal élevé, on va dire. Parce que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oui, comme tout le monde. Bon, pour moi, c'est le Wabi, hein, c'est comme ça qu'il fait sortir, il sort. Hein. Bon, je peux rien dire. Hein. Bah, c'est un groupe comme tous les autres groupes.
Il n'y a rien à dire. Je ne vois pas pourquoi les gens font un tabou pour ça, je ne sais pas. Ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, ça ne me choque pas, donc chacun a son avis. J'écoute pas trop moi, donc je vais pas vous mentir, je suis pas très carnaval. Après, je regarde comme tout le monde dans les réseaux sociaux, mais je fais pas trop attention à ce qu'ils disent, donc voilà. C'est pas. En principe, c'est pas bien, mais en principe, c'est leur goût et fait ce qu'elle veut. Ben, ça va penser comme chaque monde a fait qu'on y veut, mais bon, actuellement maintenant, ça qui est une réception avant, après ça, on va trouver banal. Tout bien vient banalisé. Vous comprenez? Alors que qui ouvre ça maintenant, ou qui pas ouvre ça, c'est même bien. Ça vient qu'on les fait divers dans le temps. On traite de dire, oh, il y a bon coup de physique par là, ça a exceptionnel, ça a été rare. Mais après ça, c'est banal. Je là, c'est là où les fait, c'est regarder le journal pour qui côté. Après ça, ça vient exceptionnel, c'est là où pas attendre ça. Alors, Carnaval, c'est même bien. C'est un groupe, on va dire, qui est très dans la provocation. On va dire ça comme ça. À la limite de la décence, on va dire ça comme ça, quand même. Pourquoi vous dites ça? Ben parce que c'est un groupe quand même qui est assez dénudé. Bon, on sait que les groupes à peau, déjà de base, c'est des groupes dénudés, mais là, c'est vraiment dans la provoque. Enfin, pour moi, c'est mon point de vue. Je trouve qu'ils sont très dans la provocation. La mélodie, la musique, il n'y a rien à dire. 20 sur 20. Mais pour ceux qui ont des paroles et parfois de certaines tenues, ça laisse, il y a beaucoup à dire. Voilà. J'en dirai pas plus parce qu'il est bon d'avoir parfois un langage politiquement correct pour plaire aux gens parce qu'ils veulent entendre que du bon, que du bien. Mais moi, j'ai dit ce que je pensais. On aura l'occasion d'y revenir, puisque vendredi, Woody Benjamin sera notre invité aux ZCL. On posera toutes les questions et on reviendra sur ce buzz. Je ne sais pas si c'est un bad ou un good buzz. Alors, on reçoit le directeur du Centre culturel Sonis. C'est la première fois depuis cette année 2023. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. D'accord. Alors, quand on vous invite ici, c'est parce qu'il va se passer des choses à Sonis, puisque nous sommes en début de l'année, pas au début de saison. Il y a eu des choses et qu'il nous donne vite. Oui, c'est ça, bien sûr. Le Centre culturel Sonis, nous reprenons en début d'année les activités, comme d'habitude, autour des deux piliers, aussi bien la production et la création que l'éducation de la formation artistique. Et nous redémarrons 2024 avec évidemment des événements autour du théâtre, de la danse et de la musique. Et le renforcement du projet de conservatoire de Sonis qui est en train d'avancer à grands pas. Alors, quelques petites infos sur ce conservatoire. Qu'est-ce que ça va être vraiment? Et où ça sera fait à Sonis ou autre part? Alors, c'est un conservatoire d'agglomération, je dirais le centre même de ce conservatoire sera Sonis, en lien avec l'ensemble des villes d'agglomération, Pointe-à-Pitre, Abîme et Bémao. C'est un conservatoire qui sera autour de la thématique des musiques Caraïbes-Amérique. Donc, nous serons vraiment dans l'environnement de chez nous. Nous sommes déjà en préfiguration de ce conservatoire. Ah bon? Ouais, nous sommes entrés en préfiguration sur un cahier des charges que nous impose le ministère de la Culture, avec un accompagnement de la DAC, et puis un renforcement d'accompagnement avec le conservatoire d'Aubervilliers, dont nous sommes déjà en partenariat depuis déjà plus de 4 ans, avec la SDTMB, c'est-à-dire le lycée de Carnot. Et à partir de 2024, nous sommes en train de finaliser avec un consultant le modèle économique qui sera pour ce conservatoire. Et dès que cette finalisation se fait, il n'y aura plus qu'à faire le vote au niveau du conseil communautaire pour fixer la date de création. Voilà. Alors, un conservatoire en Guadeloupe, globalement, ça va recouvrer quoi? Bon, d'accord, l'agglomération, mais du point de vue des musiciens qui nous écoutent, des musiciens qui existent, j'ai envie de dire de la faune musicale et culturelle guadeloupéenne, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Alors, c'est un élément essentiel. C'est un élément essentiel. Je rappelle qu'au niveau des DOM, il n'y a que la Guadeloupe et la Martinique qui n'ont pas de conservatoire. La Guyane, ils en ont déjà 4. Ils ont un conservatoire à rayonnement départemental, 3 conservatoires municipaux.
La Réunion, déjà 2 conservatoires, avec un rayonnement régional. Il manquait Mayotte, Nouvelle-Calédonie. Il manquait que la Guadeloupe et la Martinique. Alors, mon cher Danick, nous avons lancé ce projet il y a 2 ans, vraiment. Et on n'a pas entendu parler à l'époque, mais je pensais que c'était dans les nuages. Ah non, ce n'est pas dans les nuages, c'est déjà effectif. Et j'avoue que j'ai eu l'occasion de participer à 2 réunions en Martinique. La Martinique ayant entendu que nous avons lancé ce projet, la Martinique aussi, ils ont lancé leur projet. Et d'ailleurs, ils seront en phase de finalisation à partir de septembre prochain. Donc la course est partie là? Je ne dirais pas que c'est une course, mais c'est une nécessité. Oui. Et pour répondre précisément à votre question, un conservatoire a plusieurs vocations, à former des artistes et des musiciens, des danseurs, des comédiens, sur un cahier des charges et une nomenclature que nous impose le ministère de la Culture. Mais aussi, c'est des phases diplômantes. Oui, c'est ça, justement. Voilà, ça, nous sortirons avec des phases diplômantes et avec, bien sûr, une obligation aussi pour nous, puisque la filière S2TMD, étant avant TMD, devenant S2TMD, il y a une obligation pour que cette filière puisse... Définition des cycles. Alors, c'est les techniques, musique et danse. Alors, c'est une filière qui se retrouve au lycée Carnot, qui produit... c'est une filière technologique. Hein, chaque année qui produit des élèves. Voilà, qui produit des élèves autour du monde du spectacle. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'on a tendance à dire que dès qu'on arrive en S2TND, on est obligé d'être musicien ou comédien ou personne, homme du spectacle. Non, c'est une filière qui conduit aussi bien en musicologie à d'autres filières, mais c'est une filière technologie. On peut avoir aussi des mathématiciens, des avocats partant de cette filière-là. Donc l'arrivée de l'S2TMD oblige le lycée Carnot à contractualiser pour la partie pratique avec un conservatoire ou une école agréée. Donc, d'où l'obligation pour que la filière puisse exister, que la Guadeloupe ait un conservatoire. Et à ce propos, je dois saluer l'État, puisque la DAC nous soutient dans cette démarche et nous accompagne dans cette démarche. Je crois que c'est nécessaire pour le territoire d'avoir ce conservatoire et qui va entraîner derrière, je dis bien, des musiciens diplômés, des comédiens diplômés, et qui va entraîner derrière une structuration des métiers du spectacle, puisque là, nous avons vu avec la crise Covid les difficultés qu'a eu nos amis musiciens, artistes, comédiens. Donc je crois que c'est une structuration du territoire et un enseignement de qualité avec un référentiel que nous impose le ministère de la Culture. Alors l'autre question qui se pose bien évidemment quand il y a un conservatoire, c'est les enseignants. Ah oui, ah oui. Et là, au niveau de formation, parce qu'il y a des diplômes qui vont être décernés. Tout à fait. Vous pensez, mon cher ami Danick, qu'on ne s'est pas réveillé un matin pour dire qu'on va faire un conservatoire. Donc, il y a une phase de remise à niveau des enseignants qui enseignent à Sonis, mais aussi sur le territoire aussi de la Guadeloupe, avec plusieurs phases de formation. Alors, je peux vous dire aujourd'hui, 88-90% des enseignants qui sont en train d'enseigner au Centre culturel Sonis un niveau de diplôme DE, CA ou encore DUMI ou encore une équivalence avec des diplômes de conservatoire. Donc l'ensemble qualifié. Oui. L'ensemble du corps professoral de Sonis est qualifié et a la capacité d'enseigner dans un conservatoire. Je rappelle que nous sommes depuis 2 ans en collaboration avec le conservatoire d'Aubervilliers qui nous accompagne et qui accompagne aussi nos professeurs dans l'aspect pédagogique. Nous avons créé un conseil pédagogique, d'ailleurs, qui fonctionne déjà à Sonis, dont le coordinateur de ce conseil pédagogique, c'est M. Gros, qui est un doctorant en sciences de l'éducation artistique et culturelle. Donc, vous voyez, bon pianiste aussi. Et bon pianiste et saxophoniste. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, je crois qu'il faut démystifier sur le territoire cet adage qui dit, bon, un conservatoire, il faut avoir, on n'a pas les gens diplômés. C'est fini, ça. Monsieur Zandonis, ça fait belle lurette que c'est fini. Bon. Et nous avons ce qu'il faut sur le territoire. Il y a aussi d'autres écoles sur le territoire qui ne sont pas agréées, qui ne sont pas conservatoires, qui dispensent aussi un niveau d'enseignement. Je prends la Clé des Arts, qui sera en partenariat aussi avec nous. Donc je crois que... Pointe-Noire sera
Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est de faire un maillage. L'idée, c'est de faire un maillage sur le territoire. On a besoin de structuration pour les métiers artistiques et culturels sur ce territoire. Je salue d'ailleurs le travail qui est fait à Carnot, mais aussi au lycée, à l'université de Saint-Claude, qui est en train de former des administrateurs et des administratrices sur ce territoire. L'économie du spectacle, l'économie de l'artistique, c'est une économie essentielle et nécessaire sur un territoire comme la Guadeloupe. Oui, ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Et créatives. Bien les sûr. ICC. Oui, les ICC, on connaît bien. Alors, globalement, on pourrait penser que fin 2024, si tout va bien. L'objectif du président Éric Jalton, c'est de dire qu'il faut que ce conservatoire soit opérationnel pour la rentrée de septembre. Nous sommes déjà en préfiguration. Maintenant, c'est les quelques des ajustements à faire et le vote du conseil communautaire et les accompagnements, bien sûr, avec la région et le département pour cet équipement. Mais qu'est-ce qui va être priorisé? La musique, la danse, le théâtre, ou tous les arts en même temps? On sera sur les trois disciplines. On sera sur les trois disciplines, évidemment. Le rayonnement que nous pouvons avoir, c'est un rayonnement soit départemental ou soit intercommunal, avec en règle générale 2 disciplines obligatoires qui pourraient être la musique et la danse ou la musique et le théâtre. Je rappelle que Cap Excellence a cette chance d'avoir sur son territoire des événements aussi bien en théâtre, comme le festival de théâtre qui arrive au mois de mai, et aussi bien en musique avec le festival de jazz. Mais c'est vrai que quand on regarde... Le festival de jazz est de retour? En 2025, oui. D'accord. Oui, oui. Heureusement pour les artistes et les techniciens. Ça c'est une bonne nouvelle, ça. Heureusement pour les artistes et les techniciens. Tout à fait. La danse non plus est bien représentée. Nous avons juste à côté l'ENA Blue avec l'Académie de danse qu'elle a. Donc voilà, on a les éléments, on a ce qu'il faut pour que ce territoire puisse avoir vraiment, en matière artistique et culturelle, des événements bien précis et bien forts. Question de Iman peut-être? Chorégraphe aussi. Alors oui, c'était un gros versant orienté sur la musique quand même. Sur la danse dont vous avez parlé de l'ENA, ça veut dire que vous allez travailler en partenariat avec l'Académie? Bien sûr, mais le rôle d'un conservatoire sur un territoire, c'est quoi? C'est de fédérer et d'être en synergie sur ce territoire-là, l'ensemble des disciplines. C'est aller vers l'excellence, aller vers tout ce qui nous permet sur ce territoire de synthétiser, je dirais, dans plusieurs équipements, ce qu'on peut avoir de l'excellence. Et je rappelle, c'est un élément important et capital. La thématique du conservatoire sera les musiques Caraïbes-Amérique. Ça veut dire que nous pouvons enseigner et travailler sur l'ensemble des esthétiques que nous avons sur ce territoire-là, aussi bien en musique qu'en danse qu'en théâtre. On a tendance à oublier que... Demos l'a déjà prouvé, déjà. Bien sûr, mais de toute manière, Demos, qui est l'autre versant de l'enseignement, c'est-à-dire permettre à des élèves, à des enfants avec un niveau social un petit peu difficile, d'aller vers la rencontre des musiques qui n'auront jamais pu rencontrer, par exemple, en matière d'enseignement, qui est la musique philharmonique et classique. Mais ce que je veux dire, et ce qui est très important, ce conservatoire fera entrer aussi nos esthétiques pures de chez nous, comme le goka. Oui, c'est évident. Comme le goka, comme les musiques traditionnelles que nous avons aussi bien dans la Caraïbe, avec évidemment un rapport aussi avec d'autres pays de la Caraïbe, comme Cuba, comme la République dominicaine, comme Trinidad. Ouais. D'ailleurs, nous démarrons à Sonis très bientôt l'enseignement du steel pan avec un professeur venant de Trinidad, diplômé de Trinidad, capable d'enseigner et aussi d'aller vers tout ce qui est la construction et l'accordage de cet instrument. Ça voudra dire que, pardon, excusez-moi, allez-y, en sortant du conservatoire, on a un diplôme qui a de la valeur. Tout à fait. On a un diplôme comme les conservatoires de métropole, de France de Navarre, et ce qui permet aussi d'avoir une ouverture sur d'autres filières après, la musicologie, musicothérapie, tout ce qu'on voudra, qui accompagne. Parce que n'oubliez pas que les métiers du spectacle, en nomenclature, c'est plus de 750 métiers. Donc vous imaginez ce que ça peut rapporter pour le territoire. Bien sûr. Et
Et ce conservateur physiquement, il sera à Sonis ou autre part? Alors, il sera à Sonis en lien avec l'ensemble des équipements de l'agglomération, aussi bien à Bémao. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec le directeur du centre culturel de Bémao, avec le président Mado aussi, qui est aussi vice-président du centre culturel Sonis et qui est vice-président à Cap Excellence, pour que justement des enseignements soient dispensés sur l'ensemble des équipements du territoire. Et c'est ce qui est bien, qui permettrait aux familles de Bémao, au lieu de venir jusqu'à Sonis, d'aller au centre culturel de Bémao et de pouvoir mettre leurs enfants à avoir les mêmes niveaux et qualités d'enseignement. Oui. C'est une bonne information, c'est une bonne nouvelle, mais aussi d'être venu dire ça ici aux ZCL. Alors, sinon, sur le programme normal de Sonis pour les semaines et mois qui viennent? Ah ben, écoutez, Sonis reprend les activités après les vacances de décembre. Hein. Nous reprenons les activités de production. La prochaine manifestation, nous accompagnons beaucoup aussi les créations sur le territoire. Hein. D'ici le début de mois de février, nous avons une résidence d'une semaine avec la compagnie L'Étoile qui va sortir une création en direction du jeune public. Nous avons tout de suite après une résidence avec l'Écouse Lilian, qui a été mise en scène par notre ami Alain Verspan, que je salue et que j'apprécie beaucoup le travail. Alain Verspan, je rappelle, c'était l'époque Théâtre Cyclone. Absolument. Ouais. Des monuments sur le territoire. On n'a pas oublié. Ah, voilà, donc il faut le rappeler. Et après, des spectacles de musique, de danse, de théâtre, hein, sous la programmation de Sonis. J'invite l'ensemble de la population à visiter notre page Facebook. Ils auront toute cette programmation. N'empêche que, néanmoins, il faut le dire, nous accompagnons la production, la création ainsi que la diffusion, aussi bien pour le jeune public que pour le tout public, et aussi les seniors. Alors la question que je pose toujours chaque fois que tu viens, quand est-ce que Sonis sera climatisé? Alors, mais c'est bien, mon cher Danick, de poser la question maintenant, puisque le directeur général de Cap Excellence, en la personne de M. Pierre Pont, et mon DGA, Bruno Pierre Pont, et mon DGA, Franck Tinval, à la demande aussi de notre présidente, nous avons entamé une étude pour climatiser, fermer la salle. Climatiser la salle. Ça fait de bonnes nouvelles. Hein, ah oui, ah mais non, mais en général, quand je viens, c'est pour annoncer des bonnes nouvelles. Je ne viens pas très souvent, mais pour annoncer des bonnes nouvelles. Oui. Et il y a une étude qui est faite pour requalifier l'équipement même, puisqu'il faut le rappeler, Sonis, quand même, c'est déjà plus de 20 ans. Donc, on arrive à cette phase pour ne pas avoir les difficultés qu'on a connues avec un autre équipement sur le territoire. Oui. Donc, la salle sera fermée, climatisé. Nous revoyons aussi les équipements techniques. Et donc, d'ici 2024, c'est la première phase va démarrer, deuxième semestre 2024. Merci pour ces bonnes nouvelles. Et on vous reverra bien sûr quand la programmation sera plus affinée pour un certain nombre de choses. Ça, on le sait. Oui, dès qu'il y a une invitation, je reviendrai. Je voudrais juste saluer la famille de Abrin Sandro, qui est un technicien qui faisait partie vraiment de l'équipe, de la famille de Sonis depuis la création de Sonis, et malheureusement qui nous a quittés samedi soir. Et donc je salue la famille, donc je salue l'ensemble des techniciens intermittents et l'ensemble du monde aussi artistique, parce que Sandro, c'est un pilier chez nous, techniquement, mais c'était un pilier aussi dans le métier en Guadeloupe. Donc j'associe notre douleur, l'ensemble du personnel, le président, la présidente et les directeurs de Cap Excellence à cette douleur qui nous frappe. Mais, comme on a l'habitude de le dire, the show must go on. Le spectacle continue. Merci, Eddy Compère. Et à très bientôt. Il est déjà 12h59. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec Madame Flourette de... pourquoi on a dit non ici, Flourette? Francette Florimont. On va essayer de rester confiant. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Si vous prenez l'actualité en ce moment avec nous dans le ZCL News, vous êtes en direct sur Canal 10, vous êtes en direct sur Radio RHT, on salue nos amis de RHT, et sur C10 FM. On va recevoir dans un instant l'autrice de cet ouvrage. Voilà pourquoi il faut demeurer confiant.
on va en parler, c'est Fleurette. Voilà, là, pourquoi on a dit Fleurette? Je sais pas. Enfin, je connais aucune Fleurette en plus. Françoise Florimond, non, c'est à cause du Florimond, c'est ça. Françoise Florimond, journaliste, directrice d'Interentreprise. Voilà, tu me dis, reviens. Oui, qui a été chroniqueuse du ZCL pendant de longues années et qui continue son parcours. On va en parler. Mais pour l'instant, on revient avec le fil de l'actu avec Iman News. Oui, on va parler du bilan du port, du grand port maritime donc de Guadeloupe, qui dresse son bilan qui est un petit peu mitigé. On va voir un reportage de Solène Fèvre. Et globalement, sur le plan de l'activité, plutôt un bilan modeste, c'est-à-dire 3,5 millions de tonnes en 2023, mais effectivement une grosse mobilisation autour des études sur notre projet d'amélioration de nos infrastructures sur le secteur de Jarib et Mao. Nous sommes avec une année 2023 à 216 000 conteneurs. Grosso modo, habituellement, le marché domestique, c'est 180 000 EVP, équivalent 20 pieds sur notre marché, mais même ça est en retrait. Donc le trafic de transbordement est en retrait et le trafic pour la consommation domestique est en retrait. Par rapport au réchauffement climatique, il y a des décisions internationales qui ont été prises qui obligent les compagnies maritimes à se mettre aux normes environnementales. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais si vous quittez un port qui est aux normes et que vous arrivez dans un port qui n'est pas aux normes, il y a une taxe qui est appliquée à la compagnie qui va la répercuter sur le coût de transport. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si nous n'avons pas des infrastructures portuaires qui soient à la hauteur pour accueillir ces nouveaux bateaux, nous risquons de dépendre d'un autre pays de la Caraïbe ou d'un autre port. Donc, ça va ajouter des coûts supplémentaires. Donc, moi, en tant qu'élu, j'ai aussi le souci de m'assurer que le coût de transport ne pèse pas sur le panier de la ménagère parce qu'on connaît les questions de pouvoir d'achat. Le hub, c'est d'abord un projet d'amélioration de nos infrastructures. On vise à accueillir des navires plus gros. Pourquoi ? Parce que toutes les grandes liaisons, notamment les liaisons transatlantiques, font l'objet d'une réorganisation profonde de l'ensemble des compagnies maritimes qui restructurent complètement leurs lignes, font des navires plus gros. Moins de navires traverseront l'océan Atlantique, par exemple, mais avec ensuite des logiques d'éclatement de leurs marchandises au plus près de leur point de livraison. Donc il y a 3 volets. Un volet nautique, qui est d'abord d'avoir ce qu'on appelle un front d'accostage qui permet d'accueillir des navires qui font à peu près 300 mètres de long et plus de 15 mètres de tirant d'eau. C'est beaucoup plus gros que ce que l'on a aujourd'hui. Ensuite, comme on a des navires plus larges, il faut pouvoir décharger les conteneurs sur l'ensemble de la largeur du navire, donc des nouveaux moyens de manutention qui soient adaptés. Et comme il y a ensuite plus de volumes qui seront déchargés pour être éclatés ensuite, par exemple sur Saint-Martin ou la Guyane, il faut des espaces supplémentaires de stockage. Ce projet nous permet aussi, dans le cadre de cette transition écologique, de faire valoir des compétences que nous avons sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs qui seraient prêts à mettre des moyens supplémentaires, mais le fait que nous n'ayons pas cet approvisionnement, ils ne le font pas. Demain, avec ce port de transbordement, ça nous donne des perspectives, notamment avec les pays de la Caraïbe, mais au-delà avec les pays d'Amérique du Sud. Donc il n'y a pas simplement les emplois qui concernent le port strictement, où on va monter en compétences, il y a tous les emplois indirects parce qu'on peut développer une nouvelle activité. Donc vous voyez que le port joue son rôle en tant qu'acteur du développement économique. L'ensemble des salariés vont avoir des métiers nouveaux qui vont arriver, des moyens nouveaux, des nouveaux systèmes d'exploitation, et donc un challenge important à la fois technique, mais également sur le plan des compétences et de la gestion des hommes. Et nous visons d'avoir une situation opérationnelle en août 2025. Voilà, il est 13h09, je vous l'ai dit, on va recevoir Françoise Florimond, l'autrice de cet ouvrage. Voilà pourquoi il faut demeurer confiant. On va voir la couverture tout à l'heure. Mais Françoise, décidément, Françoise, une réaction sur le port, parce que chaque année, à la même période, il y a un bilan du port, il y a des projets qui sont lancés. Je n'ai pas le sentiment que les choses, le grand hub dont on parlait... Pas cette fois-ci. Je pense que là, il y a une transformation radicale qui est en train de se produire d'ici à 2025, vu qu'il y a eu une petite coupure sur la fin. Donc c'est après-demain. Les lignes maritimes sont en train de complètement être modifiées. Et pourquoi ? À cause du réchauffement climatique. Le secteur maritime doit diminuer sa production de carbone de 70%. Donc c'est énorme. Et donc du coup, la stratégie est d'avoir de plus gros bateaux, dans le monde, c'est pas une stratégie purement guadeloupéenne ou martiniquaise, d'avoir des plus gros bateaux et de manière à ce qu'il y en ait moins qui traversent. Et après, comme il l'a expliqué, une stratégie d'éclatement. Donc enfin, après au moins une quinzaine d'années de parlotte entre la Martinique et la Guadeloupe,
et je peux parler de la Guyane également, il y a une approche concertée de manière à ce que nos ports ne se retrouvent pas hors de ce qu'on appelle des corridors verts. Les corridors verts vont traverser tout le monde et le trafic maritime qui sera hors de ces corridors, c'est-à-dire que ce seront des ports qui ont fait les investissements qui vont permettre aux navires d'être aux normes, qui vont permettre de respecter la nouvelle réglementation qui est rentrée en application le 1er janvier 2024, ces ports seront, enfin la Martinique et la Guadeloupe seront dans cette configuration-là. Et là, on ne l'a pas entendu dans le reportage qui est d'ailleurs excellent, je me permets de le dire, c'est que le trafic de la Guyane va dépendre de nous, de ce hub Antilles. Donc, ce qui veut dire que nous avons l'obligation d'être excellents. Donc, le direct de Panama... Il y aura plus de direct parce que, d'une part, il n'y a pas un tirant d'eau. M. Chaloux l'a dit, il y aura des bateaux nettement plus gros. La Guyane n'a pas ce genre d'infrastructure, notamment la profondeur à quai pour pouvoir accueillir ce genre de navire. Donc, le pari a été fait par les Guyanais. Il faut bien le comprendre que c'est parce que les Guyanais ont accepté et travaillent ensemble avec la Martinique et la Guadeloupe que ce hub a encore plus de chances de devenir une réalité. Alors, l'autre question, puisque vous êtes bien placé pour le dire en tant que personne qui suit ces affaires-là, mais aussi parce que vous êtes en Martinique souvent, et c'est là que vous vivez, le lionnage entre les ports de Guadeloupe et de Martinique, il est enfin établi, il va fonctionner, parce qu'il y avait un sentiment de concurrence qu'on sentait. Voilà. On a passé toute une période, pendant un temps, on ne savait pas est-ce que c'était Guadeloupe ou Martinique, le hub, en fait, le premier gros hub d'éclatement de CMA-CGM en Jamaïque. Après cette première phase-là, effectivement, on se regardait un peu en chien de faïence. Et la chose a été décidée en 2022, quand CMA-CGM est venu à dire, écoutez messieurs, nous avons des super gros bateaux qui vont arriver en 2025. Si vous n'êtes pas prêts, vous êtes fidélisés, c'est-à-dire que tout le trafic passera par la Jamaïque, par Trinidad, etc., qui, eux, étaient prêts à accueillir le hub. Parce qu'on sait chaque fois qu'il y avait une grève, ce qui se passait. Voilà, ou bien vous vous mettez ensemble, parce qu'il n'est pas question d'avoir deux petits hubs, c'est un hub avec une certaine dimension. Pour la descente en venant de l'Europe qui aboutira en premier lieu en Guadeloupe, et pour la remontée de tout ce qui viendra d'Amérique du Sud, etc., qui passera par la Martinique, avec du transbordement, avec des équipements supplémentaires pour permettre de faire... Donc en fait, c'est enfin ce qui aurait dû être depuis 10-15 ans, qui est en train de se faire. Je pense que les opérateurs, il y a eu changement de personnes à la gouvernance de tous ces établissements. Ça aide. Oui. Deuxièmement, ceux qui sont un peu en retard, notamment la Martinique, etc., ils vont prendre le chemin en route. Et troisièmement, je pense que l'État et la gouvernance opérationnelle, par contre, travaillent depuis longtemps ensemble. Donc, à travers ce qu'on appelle le Conseil interportuaire, le CCIAG, j'oublie plus... ce que veut dire le deuxième C, et qui, du coup, qui existe depuis 5 ans, mais qui était encéphalogramme plat, il y avait peu de choses. Et là, ils ont commencé, depuis après le Covid, à vraiment travailler ensemble, à vraiment réfléchir ensemble. Ce sont des opérationnels des ports. Et donc, du coup, c'est eux aussi qui ont impulsé, on l'a vu l'année dernière, le projet dont on parle là a été présenté à l'Union européenne. Et parce qu'il n'a pas... Letchimy a bien compris cette fois-ci? Non, mais je pense qu'il a compris. De toute façon, il ne pourra pas faire ça. Je crois que la Martinique a mis 13 ou une vingtaine de millions d'euros aussi dans l'affaire. Hein. Donc, tout le monde coopère parce que ce sont des projets de territoire. C'est pas simplement je veux mon port. Non. Là, si on prend la chose en la montant à son niveau le plus haut, c'est-à-dire en étant conscient, on a du développement à l'intérieur des territoires pour au moins 20 ans. C'est-à-dire qu'on reste dans la course du transport maritime. C'est énorme, cette chose-là. Sinon, on en serait sorti et je vous assure qu'on n'aurait eu que nos yeux pour pleurer. Bien, alors revenons donc à voilà pourquoi il faut demeurer confiant pour ne pas pleurer. C'est une excellente transition. Oui, tout à fait. C'est un ouvrage qui est sorti il y a quelques semaines. Et c'est un ouvrage, d'abord je vais le dire, puisque je l'ai lu ou regardé, c'est un beau livre. C'est ce qu'on appelle un beau livre. C'est-à-dire qu'il est bien illustré parce qu'en général, un ouvrage technique ou un essai, on trouve que du texte. Et là, il y a de l'image, il y a des mandalas comme d'habitude. Alors pourquoi il y a tout le temps autant des mandalas? Parce qu'en fait, je pars du principe qu'on est dans une période de rupture assez importante. Regardez, on vient de parler des grands ports. Ça fait 15 ans qu'on attend, enfin ils vont se mettre en place. Donc ce qui veut dire qu'il y a... le monde dans les 10 prochaines années sera complètement différent. Et le réchauffement climatique nous pousse
aller vite, aller plus vite, alors qu'avant, on a le temps. Donc, pour moi, mettre des mandalas, les mandalas, c'est quoi? C'est une technique indienne de dessin, vous coloriez, et ça vous calme. Parce que dans une période de fracture, de rupture aussi importante, pour que les idées viennent, parce que nous avons des idées, mais si on est... Voilà, s'il y a du bruit dans la tête, si on est en stress, etc., on n'arrive pas à les entendre. Donc, le mandala, c'est une manière de dire, écoutez, je vous amène des informations un peu techniques, mais... Pas de problème. Calmez-vous, vous allez tout comprendre. Soyez apaisés. Alors, l'autre aspect, bon, c'est la mise en page et les belles photos aussi. Bon, ça, c'est la journaliste aussi. Et bien accompagnée, j'imagine. Oui, j'ai un graphiste magnifique. Il est dans ma tête. Quand je lui donne un texte, il arrive toujours à trouver une illustration qui est sublime. Il s'appelle Andy Augustine. C'est un Guadeloupéen. Et donc, l'idée, c'est de vraiment dire, écoutez, nous sommes dans des territoires magnifiques. Regardez le monde au-delà de tout ce qui arrive, hein. Je ne suis pas en train de nier la réalité, mais nous sommes dans une terre magnifique. Donc, en s'appuyant sur ça, quand on regarde, par exemple, nous sommes une terre cyclonique. Au moment du cyclone, messieurs, tout s'arrête, tout tombe, etc. Mais si vous regardez les arbres, très rapidement, et voir les animaux, les oiseaux, etc., très rapidement, il y a une vie qui reprend, il y a une réémergence, parce qu'effectivement, ceux qui tombent devaient tomber, et puis derrière, il y a la vie qui reprend. Eh bien, c'est exactement ça. On est dans un système qui a, voilà, qui est en fracture importante. Hein. On a entendu ce qu'a annoncé le président, c'est pas de nature à nous augmentation du prix de l'énergie, augmentation du prix des médicaments, etc. Ce n'est pas de nature à nous rendre tranquilles, mais n'empêche qu'au-delà de tout ça, nous sommes dans un environnement qui est magnifique et donc nous devons, en nous appuyant sur ça, en ayant de la connaissance, en prenant le temps de comprendre ce qui arrive, parce que ce n'est pas une main follette, ce n'est pas un truc qui est arrivé par hasard. Ce sont des hommes et des femmes qui ont pris des décisions, surtout des hommes à un moment, et qui nous conduisent à ça. Donc nous avons la capacité de prendre d'autres décisions pour aller dans une autre direction. Alors, avant d'arriver sur le fond, encore sur la forme, des pensées de notre ami Elie Chitalo. Oui, parce que cette fois-ci, je me suis dit, cet ouvrage, cette trilogie est différente du premier ouvrage que vous avez sorti. Le premier ouvrage, c'était un peu guide pratique pour se relancer après le Covid. On nous a arrêtés, on a essayé de ne pas mourir, et puis maintenant, comment on fait? Donc, c'était un peu ça. Là, c'est davantage de balayer l'ensemble des grands principes économiques qui souvent... on entend ça, le PIB, transition écologique, énergétique, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Donc, de revisiter tout ça. Et donc, du coup... C'est un décryptage, en fait. Voilà, absolument. Et donc, du coup, pour pouvoir accompagner cette réflexion qui nous oblige, quelque part, à nous poser des questions et à prendre des décisions. Alors, j'ai souhaité que, effectivement, Elie Chitalo, qui est... outre d'avoir été pendant de nombreuses années secrétaire de l'Iguavi, la filière viande en Guadeloupe, c'est aussi un maître hindou et donc qui a des pensées philosophiques qui sont extraordinaires. Il nous envoie des choses. Donc du coup, moi j'ai considéré que pour pouvoir aider à ouvrir les champs de réflexion et puis quelque part à retrouver la confiance qu'on a un peu perdue parce qu'on est dans le monde tel qu'il est, ça permet d'accompagner aussi avec une autre entrée, cette compréhension économique dans laquelle on est. Et comment la transformer. Alors, je note quand même que c'est un ouvrage à portée, entre guillemets, portée internationale, parce qu'il ne s'adresse pas qu'à des Guadeloupéens, qu'à des Martiniquais ou des Guyanais. Ça va beaucoup plus loin. À preuve, toute la première partie du livre s'adresse à des gens qui suivent l'actualité mondiale, comme vous le faites dans vos chroniques régulièrement. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, je pars du postulat que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Saint-Martin et Saint-Barth sont dans le monde. Ils sont dans le monde, oui. Donc, nous ne sommes pas des excroissances, nous ne sommes pas uniquement sur nos rochers ou dans nos plaines. C'est fini, ça. Nous sommes dans le monde et tout ce qui se passe dans le monde vient nous impacter. Donc, c'est pour ça, par exemple, j'ai pris le premier chapitre, concerne la philosophie économique, parce que je considère que si on ne comprend pas dans quelle philosophie économique, pourquoi tous les mois, toutes les semaines, on nous parle de produit intérieur brut, PIB. On entend ça à longueur. Hier encore, monsieur le maire dit, bon Dieu, le PIB de la France n'a pas suffisamment progressé, etc. Qu'est-ce que c'est que ce machin? D'où il vient? Depuis quand il a été créé? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut conserver ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut arrêter ou faire évoluer, etc. C'est-à-dire, c'est vraiment ramener de la compréhension, même si ça peut paraître large, mais de manière très concrète, de manière à ce que demain,
vous êtes vendeur de bauxite sur la Darse, eh ben, il y a des décisions que vous êtes amené à prendre. Eh ben, vous allez savoir avec un peu plus de force si vous les prenez ou bien si vous retaillez votre projet. Alors, dans les premières pages, il y a un petit article qui m'a alerté. Prospérer sans croissance. Parce qu'en fait, depuis longtemps, on court après la croissance. Finalement, on peut prospérer sans croissance. Absolument. Le Costa Rica en est la preuve, en est l'exemple frappant. Si je parlais du PIB, produit intérieur brut tout à l'heure, du PIB, qui pose le postulat que la croissance est infinie et que la Terre a des ressources infinies. Voilà deux postulats qui sont simplement faux. La croissance n'est pas infinie. À un moment, on le voit. Oui. D'ailleurs, il y a eu des points de croissance qui ont été gagnés à la suite de certaines technologies. Et puis, on voit bien que depuis, ça n'avance plus parce qu'on ne peut plus aller plus loin. Et le risque de ça, c'est que si on reste dans « il faut croître », les prochains points de croissance, on les gagne sur les hommes. Hein. C'est-à-dire des salaires minorés, des temps de travail effrayants, des contrats qui ne ressemblent... Vous travaillez, mais vous ne pouvez pas vivre tellement on vous paye comme une... Enfin, voilà, avec des clopinettes, etc. Donc, c'est en ça pour moi, il faut comprendre. Si on reste... dans la perspective que la croissance, c'est la seule chose vers laquelle il faut qu'on aille, oui. Ça a des conséquences. Ça veut dire que quelque part, à un moment, c'est vous, par exemple... La situation climatique le prouve déjà. Les retraites. Oui. Cette loi que personne ne voulait, mais qui a quand même été votée, c'est pour faire des points de croissance. C'est-à-dire remettre des gens qui auraient dû partir à la retraite au travail de manière à ce qu'ils continuent, soi-disant, à créer de la valeur. Donc, c'est vraiment cette philosophie de la croissance éternelle, de la croissance continue, vient toucher chaque point de nos vies. Donc, il faut comprendre ce que c'est de manière à ce que, on décide d'en sortir. Enfin, il y a quand même une question essentielle pour nos deux pays, nos deux territoires, la Guadeloupe et la Martinique. L'INSEE l'a prouvé la semaine dernière. Nos deux territoires vieillissent. Et pour développer un pays, il faut de la jeunesse quand même. Ce n'est pas des septuagénaires ou des sexagénaires qu'on développe un pays quand même. J'ai une vision très particulière de ce vieillissement, oui, c'est-à-dire que justement quand on n'a pas une vision, on vieillit quoi. Oui. C'est-à-dire voilà des territoires qui à un moment étaient des greniers à sucre, qui à un moment avaient une économie tout à fait florissante parce qu'il y a eu des changements d'orientation de l'OMC, etc. Aujourd'hui on se retrouve et qui ont par exemple le sucre. Il a été décidé que les nouvelles usines à sucre, c'est le Brésil, voilà, il y a des grands pays. Donc, du coup, ils ont arrêté... ils ont arrêté les productions dans les pays autres que ça. La Réunion se retrouve en grande difficulté depuis quelque temps. Et nous... Même dans la Caraïbe. Oui, depuis peu, la Réunion depuis peu, mais nous, ça a commencé depuis plus longtemps. Ouais. Donc, ce qui veut dire que... oui, on a la possibilité de faire autrement. Et si on a une vision de territoire, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le hub, moi je préfère dire la desserte Antilles-Guyane. Parce que quand on dit que le hub Antilles, ça veut dire qu'on ne parle que de la Martinique et de la Guadeloupe. Or, j'ai dit tout à l'heure que si la Guyane n'était pas dans le lot, c'est la corbeille, c'est la cerise sous le gâteau, le trafic de la Guyane n'aurait peut-être pas permis de faire avoir cet aspect aussi fondamental. Donc, si c'est des choses comme ça, qui projettent des pays et qui, du coup, vous font venir des personnes qui ont des capacités. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un port ou un aéroport de grande facture, de facture internationale, vous êtes obligé d'avoir dans vos équipes des gens qui sont de facture internationale. Tout à fait. Donc du coup, ça veut dire que ces personnes-là, ils sont en capacité d'occuper des pays, de décider d'y vivre, de faire des enfants, etc. Il y a aussi une autre chose, je vais lancer une petite idée à ceux qui n'ont pas encore bien compris. Nous sommes aujourd'hui aujourd'hui, le monde est organisé autour des bourses du monde. Il y a la bourse de Paris, bourse de New York, etc. Pourquoi nous avons des infrastructures qui sont en capacité d'accueillir ce genre d'activités et qui sont très porteuses de valeur ajoutée? Pourquoi, par exemple, quand la bourse de Paris ferme, elle monte directement à New York et elle pourrait très rapidement, très facilement passer dans la Caraïbe française, en Guadeloupe ou en Martinique, et puis comme ça
attirer des traders, des actuaires, enfin des gens qui ont vraiment... Et ces gens qui sont attendez, ce sont des Guadeloupéens et des Martiniquais qui sont dans des groupes internationaux en train de faire le même travail qu'ils auraient pu faire. Et ce sont des jeunes personnes qui sont en capacité d'avoir des enfants. Donc c'est en ça que je dis, oui, nos territoires vieillissent, c'est vrai, mais c'est parce que nos édilités n'ont pas eu une vision relative assez... Et puis surtout... Pas précise, mais en tout cas, on est dans le monde. Il faut arrêter de dire qu'on est des petits machins. Autre exemple, et puis dans le livre, j'explique aussi que l'Europe veut une nouvelle relation avec les régions ultrapériphériques. Les régions ultrapériphériques, c'est qui? C'est nous. Oui. Pourquoi? Parce que l'Europe, enfin, reconnaît que c'est grâce à nous qu'elle a une capacité de parler dans le monde. Oui, sinon, c'est que ces petites frontières. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là aussi, si nous n'habitons pas ça, c'est-à-dire que si on ne revendique pas ou si on ne fait pas de manière à avoir des infrastructures, pas des infrastructures, mais en tout cas des représentations ou du business à ce niveau-là, on va rester toujours avec la canne et la banane. Bien, alors, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est un sujet j'avais noté, mais on n'aura pas le temps de l'aborder, c'est la TIH, oui, l'Agence technique de l'information hospitalière. On y parlera, alors, on en parlera. En tout cas, je vous conseille le livre. Alors, il y a des signatures prévues? Oui, alors, la prochaine signature en Guadeloupe, ce sera à Destrélan le 3 février. Et en Martinique. Voilà, parce qu'entre-temps, j'ai un petit journal à faire. Donc, et en Martinique? Et en Martinique, ce sera ce week-end dans les Cultura. Pas encore en France, non, c'est pas encore prévu pour la France. Le matin à Cultura du centre de Fort-de-France et puis l'après-midi à Cultura de Californie. Donc oui, effectivement, au fur et à mesure... Et dernière chose, un dernier mot très rapidement, c'est un ça difficile de faire rapidement. C'est une trilogie, les 2 prochains épisodes. Alors, le numéro 2 en juin, normalement. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai une petite actualité qui est tombée, c'est que je porte la flamme olympique. Donc, ça va peut-être me faire un peu de choses supplémentaires, mais en tout cas en juin, et puis le 3e épisode en décembre. Merci en tout cas d'être venu. Je rappelle donc, sortie de cet ouvrage, pourquoi il faut demeurer confiant, ne pas être triste et ne pas être dans le blues. Autrice française, Florimond. Pas Florette. Voilà. Merci. À bientôt. Merci. Bye bye. Deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure. On va parler d'entreprise. Cette fois-ci avec Emeline qui est déjà là. Pourquoi se faire accompagner d'un expert comptable? Quelles sont ses missions, son rôle? Elle va nous expliquer ça dans un instant. Et puis après, on va terminer avec Magali Marcin. C'est parti. Voilà, il est déjà 13h33. Nos chroniqueurs sont là. On les salue. Bonjour, Emeline. Bonjour, Dani. Tout va bien? Très bien. Bonne année. Bonne année à toi aussi. Bonne année aux téléspectateurs. Tu as des bonnes nouvelles à nous annoncer tout à l'heure? Oui. Oui, bon, tant mieux. Et Madame Magali Marcin est là aussi. Bonjour. Bonjour, téléspectateurs. Miramag va démarrer. Mais avant, Iman News va nous faire un petit rappel du fil de l'actu. Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé du carnaval et de l'exposition du collectif Masque culturel qui a lieu sur le pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. L'occasion de voir une exposition autour du masque qui célèbre aussi les 20 ans de l'association. On vous a posé la question du groupe VIM concernant ce groupe masque qui suscite parfois des polémiques sur un micro-trottoir. Et on a parlé du bilan mitigé, mais avec un porteur d'espoir sur le projet de hub du grand port maritime. Donc ça, c'était pour les... Voilà, merci Iman. On passe à Emeline, chronique ABC des entreprises. Générique, c'est parti. Voilà, Emeline, rebonjour. Alors, on a besoin d'un expert comptable, vraiment? Toujours. Toujours, malgré... Malgré
ChatGPT? Oui. Mais ChatGPT ne remplacera jamais certaines fonctionnalités. Bon, on va en poser la question tout à l'heure à Magali quand elle sera là. Alors, conclusion. Alors, première question. On se retrouve sur le thème de l'accompagnement de chef d'entreprise. C'est vrai qu'on a besoin de l'expert comptable en ce début d'année, l'occasion de se pencher de nouveau sur la question essentielle pour une entreprise aujourd'hui. Toujours l'année que j'arrive et j'ai toujours envie de sensibiliser nos auditeurs puisque l'année 2024 commence. L'occasion parfois de prendre de bonnes résolutions professionnelles. Oui. L'occasion justement de se poser les bonnes questions. Très souvent, les chefs d'entreprise créent des sociétés. Il est vrai qu'il y a une grande propension à vouloir devenir indépendant, à créer son activité. Et parfois, lorsqu'on crée, on ne se fait pas toujours accompagner. Souvent, cela mène à certaines déconvenues qui ont des impacts plus ou moins significatifs. Alors, pourquoi l'expert comptable? Parce que nous sommes là pour pouvoir accompagner à la gestion administrative, comptable et financière, mais aussi notamment pour effectuer certains travaux spécifiques et notamment fournir des conseils particuliers, notamment lors de la création. En fonction effectivement de la taille de la structure, on va pouvoir orienter le dirigeant et ça va aussi parfois amener à répondre à une interrogation, mais qu'on verra un peu plus tard dans l'année, puisque c'est très souvent ta question. Oui, est-ce qu'il est opportun de quitter un statut, par exemple, de micro-entrepreneur ou d'auto-entrepreneur pour devenir dirigeant et passer en société. Donc on est là pour tout cela. Alors il y a des questions qu'on se pose en amont de la création d'une entreprise d'une manière générale. Oui, totalement. Alors comme j'aime bien le dire avec la fable de Jean de La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. À mon sens, il faut toujours bien travailler la conception de l'entreprise à l'image de la mère qui porte son enfant pendant 9 mois. C'est un projet... C'est pendant 9 mois. Oui, 9 jusqu'à présent. Enfin, je crois qu'à 10, on n'est plus trop. Mais en tout état de cause, il faut toujours se poser les questions de est-ce que le projet il est vraiment viable Est-ce qu'on a pensé à toutes les composantes de ce dernier? Et surtout de savoir si effectivement on a les bonnes conditions pour pouvoir exercer. Est-ce qu'on aura le bon public? Est-ce que derrière le chiffre d'affaires qui sera généré sera suffisant pour pouvoir faire face aux charges? Enfin, ce sont plein de questions que les dirigeants ne se posent pas forcément avant d'entamer leur activité d'indépendant, mais qu'il faut avoir en amont. Et donc, quel rôle jouera l'expert comptable dans cette mise en place d'une entreprise? Alors, l'expert comptable peut intervenir dès la rédaction de la société. Alors, il faut savoir effectivement, des statuts de la société, excuse-moi. Il faut savoir que normalement, ce sont les avocats qui est la profession dédiée à la rédaction des statuts. Mais l'expert comptable accompagne lors de la rédaction, établit aussi avec le dirigeant le prévisionnel d'activité, notamment lorsqu'il y a des demandes de financement à effectuer. Il permet aussi de pouvoir préconiser au dirigeant le meilleur statut juridique à adopter pour sa société en fonction de ses besoins, tant personnels, son activité, mais les besoins personnels, de si c'est quelqu'un qui souhaite être salarié, mais aussi mettre en garde sur les coûts et les charges qui sont inhérents en fait à un fonctionnariat en tant que salarié, en tant que président de SAS ou autre. On est là aussi pour être en lien avec les institutions compétentes, telles que le CFE, en fait, le CFE, mais actuellement c'est l'INPI. INPI qui a fait couler beaucoup d'encre parce que c'est un organisme qui est censé s'occuper des créations de formalités juridiques et qui est assez compliqué en termes d'utilisation. Fantomatique, mais c'est surtout qu'il y a énormément d'administratifs derrière. Donc on est là aussi pour cela. Alors, on peut aller voir son expert comptable si on recherche un financement, par exemple, pour monter un projet? Si, totalement. C'est ce que j'expliquais, notamment pour l'établissement des prévisionnels. Prévisionnel, business plan, l'expert comptable est là pour accompagner, notamment dans la détermination des hypothèses qui sont retenues pour le fonctionnement de la société, vérifier effectivement qu'on est en phase avec la possibilité aussi de rembourser un éventuel prêt, un éventuel endettement, et aussi accompagner le dirigeant au niveau des banques lorsqu'il y a des demandes de financement. Et c'est vrai aussi qu'au niveau des banques, il y a plus de crédibilité aussi au niveau du projet si on sait le porteur de projet accompagné par un expert, et notamment dans le cadre de l'élaboration du plan d'affaires. Alors, en termes de conseils, qu'est-ce que l'expert comptable peut apporter à l'entreprise qui se crée? Alors, sur les premières parties de la vie de l'entreprise, c'est, comme je disais, les choix stratégiques à opérer en fonction de, peut-être, ça peut être la date
ou le moment où il faudra recruter le premier salarié, à partir de quel seuil, effectivement, l'entreprise deviendra viable, quel est le chiffre d'affaires qui doit être généré pour assurer à la fois le recrutement d'une premier salarié et également la rémunération du dirigeant. Parce que plein de chefs d'entreprise créent des entreprises. On l'a vu récemment dans l'actualité. Il y a pas mal de dirigeants qui ne perçoivent pas un certain seuil du SMIC, qui ne perçoivent même pas 60% du SMIC, et pourtant qui se donnent à corps et âme dans leur activité. Donc ça conduit à des déconvenus. Donc c'est aussi l'occasion de se pencher sur est-ce que le dirigeant sera en mesure de dégager suffisamment de produits et de chiffre d'affaires par rapport à ses charges pour pouvoir se rémunérer, puisque, rappelons-le quand même, ça reste l'objectif principal. Alors, au niveau de la comptabilité, ce qui est important, est-ce que c'est la tenue de la comptabilité, n'importe qui peut faire ça? Non. Alors, comme pour rappel à chaque fois, la comptabilité doit être tenue soit par le salarié de l'entreprise lui-même, de l'entreprise elle-même, ce qui parfois est difficile en phase de création, ou alors par un expert comptable et ses collaborateurs. Sinon, on parle, attention, de comptabilité légale, mais ce n'est même pas le principe de la comptabilité légale, c'est le principe de la couverture du professionnel. Un expert comptable est assuré demain en cas de litige, en cas de problème, tandis qu'un comptable illégal, il ne fait pas ses travaux, on peut poursuivre personne. Et l'aspect juridique aux avocats? Totalement. Alors, si on parle d'assistance dans la gestion et le contrôle de gestion, ça c'est beaucoup plus délicat. Alors, le contrôle de gestion, là, c'est vrai que lorsque la société atteint une certaine taille, a déjà commencé à fonctionner et on va dire en vitesse de croisière, c'est beaucoup plus facile d'accompagner sur l'établissement de tableaux de bord de gestion pour pouvoir s'assurer effectivement que les indicateurs projetés initialement sont effectivement suivis. Donc c'est vrai qu'il y a cette partie-là, mais aussi on intervient en cas de litige avec les administrations pour accompagner effectivement les sociétés dans le cadre de pourparlers. Et en fait, on met aussi en place des instruments de pilotage, mis à part le tableau de bord, qui peuvent être utiles, notamment en cas de contrôle de gestion. Alors, la question essentielle pour un expert comptable, comment choisir son expert comptable? C'est ça, j'ai envie de dire, la question la plus importante dans cette chronique. Alors, vendredi dernier, il y avait une prestation de serment au niveau de l'Ordre des experts comptables de Guadeloupe. Donc, il y a eu 8 nouveaux experts comptables qui ont prêté serment. Nous sommes désormais, je pense, à peu près 178, voire presque 180. Donc, c'est vrai qu'il y a une liste des experts comptables qui existe en Guadeloupe au niveau de l'Ordre des experts comptables. Très souvent, on choisit directement sur la liste quand on n'a pas vraiment d'idée. Il y a des bons, des mauvais. Tous les experts comptables sont bons, Dani. Forcément, quelle question, nous sommes tous bons. Et c'est une fonction qui est pluridisciplinaire. Parfois, c'est vrai que certains experts comptables sont connus pour certaines spécialités, mais qui ne sont pas reconnus en tant que tels, mais qui existent. Donc, c'est vrai que sur la base de recommandations, sur la base de la liste des experts comptables, on peut choisir son expert pour se faire accompagner. Oui, ça fait de la chronique. La prochaine, ce sera sur une bonne nouvelle. Pourquoi? Là, on était sur de bonnes nouvelles quand même, se faire accompagner par un expert comptable. Oui, totalement. Oui. Alors après, la prochaine, c'est toujours la loi de finances. Donc, je ne sais pas si ce seront forcément des bonnes nouvelles pour 2014, mais reste à voir. 2024, voilà. On est. 2024, mon Dieu, Seigneur, 10 ans après. Merci, voilà. Merci, Émile. 13h43, la nouvelle chronique avec Magali Marcin. Générique, c'est parti aussi. Magali, bonjour. On va parler de quoi aujourd'hui? Alors bonjour Danick. Alors le sujet d'aujourd'hui sera les mots de passe. Les mots de passe. Est-ce que vous savez? Comment dire en anglais? Oui, password, exactement. Est-ce que vous savez d'où vient cette idée de mot de passe? Et ça a évolué depuis quelque temps? Alors, le concept vient des armées. Ça date du XVIe siècle, imaginez-vous. XVIe siècle. En fait, les armées, les soldats les utilisaient pour pouvoir accéder au point de contrôle, en fait. Oui. Aujourd'hui, c'est pratiquement le même principe. C'est un mot de passe secret pour accéder à des informations précieuses. Et alors justement, je disais que ça a évolué. Alors, pour nos téléspectateurs qui se demandent, c'est quoi exactement un mot de passe? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors oui, effectivement, un mot de passe est une suite de caractères, des chiffres, des lettres, des symboles, utilisés pour protéger l'accès à un appareil ou à un compte en ligne. Il s'agit d'une clé verrouillant nos informations personnelles et c'est un élément essentiel. Et j'insiste là-dessus concernant notre sécurité numérique au quotidien. Oui.
Alors, est-ce qu'on peut le voir comme une première ligne de défense, parce qu'il y a beaucoup de hijacking maintenant, dans la sécurité numérique, le mot de passe? Alors exactement, Danick, c'est notre première ligne de défense, mais tu seras étonné, chers téléspectateurs aussi, de savoir combien de personnes ne prennent pas cette défense, cette sécurité au sérieux. C'est ça justement, le chiffre, alors il faut donner le chiffre, il y a un tableau. Alors tu vas adorer, adorer parce qu'aujourd'hui, alors selon une étude de Nordpass de la fin d'année 2023, là en novembre 2023, cette étude précisément est sortie. Alors le champion toute catégorie des mots de passe utilisés en France, tiens-toi bien. C'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est pas vrai. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est pas fini, tu vas adorer, parce qu'on peut le voir d'une façon positive, mais moi je le vois, ça peut être mieux ou pire. Pas à croire ça. Oui, alors oui, 1, 2, 3, il y a un manque de créativité. Il y a mieux, comme on dit, ou pire. Alors parmi les autres mots de passe les plus populaires, dans le top 10, si on peut remettre le tableau, dans le top 10, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Incroyable. AZERTY, donc en fait les personnes tapent les premières lettres du clavier. Alors en Guadeloupe, peut-être on aura Doudou, on aura Loulou. Et puis, moi j'aime bien une pépite qui arrive à la 11e place. Tiens-toi bien, on a Marseille. Marseille? Oui. Comme mot de passe, Marseille? Marseille. Alors, je pense que ce sont effectivement des fans de l'OM. Des fans du club de l'OM. Alors, allez Marseille, non, je ne suis pas fan de l'OM, je ne suis fan d'aucun club, je ne veux pas me fâcher avec personne. On a dit ça, moi je suis plutôt PSG. Alors, écoute, peut-être qu'il y en a qui mettent Paris Saint-Germain en mot de passe. Alors, pour imaginer un peu la chose, les personnes qui utilisent ce type de mot de passe sont des personnes qui, c'est comme si, c'est comme si, ou tenir au case et au cas laisser clés là les portes à case là. Effectivement, n'importe qui peut rentrer. Exactement, et le voleur peut rentrer n'importe comment. C'est le même principe pour le mot de passe, et ce type de mot de passe est appelé mot de passe faible, puisque ce mot de passe peut être hacké. Combien de secondes un mot de passe comme ça? Justement, on a un tableau justement pour regarder un peu au niveau du tableau. Les mots de passe peuvent être hackés très très rapidement. Alors lorsqu'on a un mot de passe avec 4 chiffres, alors c'est immédiat, c'est-à-dire qu'il fait tourner. Alors le hacker, pour préciser aux téléspectateurs, c'est un pirate informatique. C'est quelqu'un qui va chercher à entrer pour voler vos données ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, regardez bien, en numéro 1, immédiatement, on a celui qui utilise 4 chiffres. Jusqu'à celui qui utilise 11 chiffres, mais avec des chiffres ou des trucs sans majuscules, etc. 32 minutes. Alors là où c'est intéressant, effectivement, lorsqu'on regarde le tableau, c'est à partir de 12 caractères. La première partie en orange, à partir de 12 caractères, où on a effectivement 3 ans pour pouvoir trouver un mot de passe. D'accord? Le hacker, il doit travailler là. Non, c'est-à-dire qu'il va abandonner au bout d'un certain temps, puisque s'il prend 3 ans pour pouvoir trouver le mot de passe, il va abandonner au bout d'un certain temps. Donc les mots de passe faibles sont complètement déconseillés, puisque ça engendre effectivement les risques, Danick, lorsque... Mais non, mais j'ai vu quelque chose comme de tableau. Alors, un mot de passe, il peut prendre 779 millions d'années pour le trouver. Voilà. Mais avec combien de caractères, celui-là? Alors, 14 caractères, justement, et des chiffres, des symboles, des lettres majuscules, des lettres minuscules. Donc, effectivement, les risques, justement, pour le mot de passe faible peut conduire, justement, au vol d'identité, au vol de données ou à la perte de données, ou encore à des pertes financières. Alors, c'est très, très important. Donc, toujours, selon l'étude, vous avez vu, effectivement, la vitesse à laquelle on peut pirater. Et donc, maintenant, je vais... Alors, les conseils, justement, si on veut qu'il y ait un mot de passe impiratable. Impiratable, je ne dirais pas impiratable, mais en tout cas qui crée un obstacle. Alors, chers téléspectateurs, c'est le moment effectivement de noter, puisque voici quelques conseils pour créer un mot de passe faible, et vous aurez aussi des logiciels ou des applications... Fort, et vous aurez aussi des logiciels et des applications qui vous permettront de vous aider. Alors, un minimum de 10 caractères, idéalement 12, avec des lettres, des chiffres, et des symboles. Et effectivement, quand je parle de symboles, ce qu'on entend par symbole, c'est euro, dollar, pounds, étoile, plus, point d'interrogation, point d'exclamation. Toujours mettre des chiffres et des symboles. Éviter les informations personnelles telles que... Date de naissance. Votre nom, votre prénom. Ça, ce sont des informations personnelles et faciles à détecter. Utiliser un gestionnaire de mots de passe.
Alors, un gestionnaire de mots de passe, c'est une application qui vous permettra de rassembler tous les mots de passe que vous utilisez au niveau de votre ordinateur ou votre téléphone portable et qui vous les mettra et qui vous les évaluera. C'est-à-dire qu'à un moment, il vous dira que ce mot de passe est corrompu parce qu'il a été trouvé par un pirate informatique. Et l'idéal avec le gestionnaire de mots de passe, c'est qu'il peut vous permettre de générer justement un mot de passe complexe et le mémoriser automatiquement. Alors, l'avantage aussi, et l'idéal pour le gestionnaire de mots de passe, c'est d'avoir un mot de passe fort, avec ce que je viens de décrire tout à l'heure, 10 à 12 caractères, lettres, chiffres, symboles, majuscules et minuscules. Et le gestionnaire de mots de passe pourra faire son travail et vous mettra même ceux qui ont été utilisés dans le dark web. Le dark web, c'est une autre chose. Oui, on va voir. Et la dernière chose, on l'expliquera dans une autre chronique. Oui. Et la dernière chose, une des choses, c'est une phrase facile à mémoriser. Donc tout à l'heure, on vous mettra les méthodes, effectivement, et utiliser la double authentification. Qu'est-ce que c'est la double Alors justement, la double authentification, c'est d'abord, vous mettez votre mot de passe sur une application ou dans un compte, etc. Et après, vous avez un code que vous devez recevoir sur votre téléphone portable qui valide votre entrée. C'est comme si vous avez une serrure 3 points. Ouais. Et en fait, vous devez effectivement, avec 2 serrures, entrer. Donc la double authentification est très importante. Activez-la. D'accord. Donc, vous avez aussi les méthodes, alors moi j'utilise, et je vais vous dire, vous avez 3 méthodes pour un peu simplifier les choses et aussi vous permettre de mémoriser le mot de passe. Alors si on peut mettre le tableau, vous avez la méthode phonétique, jaune, celui qui est jaune. J'ai acheté, voilà, parfait. La méthode phonétique, j'ai acheté 8 CD pour 100 € cet après-midi et vous avez acheté 8 CD en majuscule pour 100. Donc, vous voyez, pour 100 € cet après-midi. Donc, cette phrase-là, vous pouvez la mémoriser. Vous avez aussi la méthode de la première lettre. Un tien vaut mieux que tu l'auras. Donc, un T. On peut même faire mieux, nous. On peut le faire en créole. Exactement. Ouais. On peut le faire en créole. Moi, je pense au coq du voisin qui m'embête tous les matins. Non, je plaisante. Mais je dis, j'ai un voisin, son coq chante matin et soir. Et du coup, je peux même me faire un mot de passe avec la première lettre de chaque qu'a chanté tous les matins. Exactement. Non, je plaisante sur le coq. Mais c'est pour un peu vous montrer que vous mettez une phrase où la personne ne va pas penser que vous avez un voisin avec un coq qui chante tous les soirs. On est d'accord. Et qui ne va pas trouver votre mot de passe. Et vous avez aussi la méthode des mots qui peut-être sont pas en commun. Vous mettez, si vous êtes jardinier, mais même s'il ne faut pas le mettre en avant, vous mettez pelle, râteau, etc., engrais et plantes. Vous mettez ces 4 mots-là collés. Ah ben moi j'ai déjà un mot de passe sécurisé. Exactement. Un mot de passe sécurisé. Donc c'est important. C'est très difficile. Elle est expert comptable de toute façon. Je pense qu'elle sait très bien qu'il faut sécuriser les données. Donc voilà un petit peu des méthodes qui permettront justement de vous permettre de mémoriser. Vous mettez quelque chose que vous vivez peut-être tous les jours, que personne ne sait. Tous les matins, je me lève et je prends une tasse de thé. Un exemple. Et vous ne le mettez pas en mot de passe en entier, mais vous mettez peut-être la première lettre. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on risque justement? Quelles sont les recommandations pour ceux qui sont piratés? Alors, généralement, ce qui est pas mal, et ça a beaucoup progressé, c'est que vous recevez un mail ou une notification. Vous avez tenté de vous connecter, un nouveau compte a tenté de se connecter sur cet ordinateur. Est-ce que c'est vous? À partir du moment où c'est vous, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas votre cas, tout de suite, non, c'est pas qu'il ne faut pas répondre. Il faut le signaler à l'application, par exemple Google, sans faire de publicité, qui vous dit généralement quand vous avez connecté un nouvel appareil, vous signalez tout de suite à Google, non, ce n'est pas vous, et vous changez, bien entendu, immédiatement le mot de passe. Mais, chose très importante, pour les personnes qui utilisent le même mot de passe pour plusieurs comptes, ce que je ne conseille pas, vous demandez, vous changez les mots de passe des autres comptes si vous utilisez ce même mot de passe. Est-ce que vous comprenez, Danick? Oui, un suivant. Donc, si par exemple, vous utilisez ZCL News, 0722 pour tout compte, au prix là. Il ne faut pas faire ça. Donc, si ZCL News 0722, vous trouvez, tout de suite, il aura trouvé tous les autres et il aura accédé à toutes données. Ça, très, très important. Oui.
D'accord. Donc le mot de passe, c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux, en fait. Oui. Très au sérieux. Et beaucoup de gens en Guadeloupe, il y a du 1, 2, 3, 4, 5, 6 en Guadeloupe, il y en a déjà rencontré. Et ensuite, encore plus maintenant par rapport aux problématiques de cyberattaques, de cybermenaces. Donc, franchement, on est vraiment. Ah non, c'est important ce qu'elle a dit là. Très, très important. Oui. Tout à fait. OK. Un dernier mot. Un dernier mot, mais j'aurais aimé qu'on me mette l'image du gouvernement, le site cybermalveillance. Voilà. Ouais. Donc, vous avez les derniers conseils. Donc, pour récapituler, utiliser un mot de passe avec plus de 10 à 12 caractères, le changer régulièrement, faire en sorte d'utiliser des phases complexes, comme je parlais du coq qui chante tous les matins, faire en sorte, surtout pour vos adresses mail, parce que c'est dans les mails qu'il y a le plus souvent toutes les informations et tous les mots de passe qui sont envoyés. Sur votre adresse mail, utilisez un mot de passe fort. Même si vous avez le gestionnaire de mots de passe et la double authentification. Gestionnaire de mots de passe qui, selon moi, facilite les choses puisqu'il mémorise tous les mots de passe complexes que vous avez. Donc, vous pouvez trouver pour les pas les nommer Roboform, NordPass. Ce sont des choses qui ne coûtent pas cher à l'année. Ça vous coûte à peu près 12 à 14 €. Je trouve que c'est pas beaucoup. Je parle pas par mois, je parle à l'année. NordPass. LastPass aussi, oui, qui est très bien aussi en gestionnaire de mots de passe. De toute façon, il y a une série, vous trouvez très facilement des informations sur ces gestionnaires, facile à utiliser, facile à gérer, la double authentification et surtout, dernier petit conseil, restez vigilants et sécurisez vos données. Merci Magali. Un petit mot sur l'actualité, la dernière image qu'on voyait tout à l'heure, Jordan, puisque aujourd'hui c'est la semaine des métiers numériques en France. Voilà. Cette semaine, aussi oui, en Guadeloupe aussi. Cette semaine, c'est la 6e édition de la semaine des métiers du numérique, métiers d'avenir, bien entendu. Je prêche pour ma paroisse. Alors ça a commencé hier le 22, ça finit le 26, et vous avez toutes les informations sur le site de Pôle emploi, France Travail. Donc, je pense que vous pourrez trouver les deux. Donc, vous avez l'objectif de cette semaine, c'est de mettre en avant l'activité du secteur numérique, faire découvrir les métiers et les formations du numérique et faciliter le besoin de recrutement des entreprises, bien entendu. Donc, j'encourage toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, si elles veulent se reconvertir dans le numérique, je ne peux que les encourager à aller vers cette voie, puisque c'est aujourd'hui, mais c'est aussi l'avenir. Tout à fait. Voilà, il est pratiquement l'heure du focus et du proverbe du jour, très rapidement. Jordan, on y va. Alors, bala, bré, l'huile. Bon, c'est un parole à pays là. Le bala est un échec, oui, effectivement. Moudo daoula, bré, l'huile aussi, c'est la même chose. OK. Et le focus sur l'artiste du jour. C'est un artiste sud-africain qui s'appelait Hugues Masekela. C'est un trompettiste bugliste, cornettiste sud-africain de jazz. C'est le frère aîné de Barbara Masekela. En 62, il sort son premier album Trompette Africa. Et en 68, son morceau Grazing in the Grass est un succès. Il va aussi jouer des titres de Bob Marley qui sortit en 97. Son morceau Bring Him Back Home, réalisé en 87, devient l'hymne du mouvement pour la libération de Nelson Mandela. Sa composition Soweto Blues, chantée par son ex-femme Myriam Makeba, que tout le monde connaît, on en a déjà parlé ici, pleure le massacre qui a suivi l'émeute de Soweto en 1976. Il a connu le succès aux États-Unis avec des morceaux de pop, jazz up, On Our Way, On Grazing in the Grass, que je connais. Son intérêt pour ses racines africaines l'incite à travailler avec des musiciens d'Afrique. L'album Graceland rassemble des artistes sud-africains comme Lady Smith, Black Mambazo et Myriam Makeba. À la fin de l'apartheid, il retourne vivre en Afrique du Sud jusqu'à son décès. Il est mort un 23 janvier, c'était en 1918, il avait 78 ans. Un extrait très rapide de sa musique, un morceau de Hugues Masekela, si on a le temps. Hello, Lugano. Come on, are you serious with that response? Damn, wait. I mean, Lugano, we've seen you on television. The whole world knows they are a very noisy people.
Si vous êtes intéressé, sinon les disques du Gouaxa qui est là, j'ai eu l'occasion de le voir en Afrique du Sud, vraiment il était super. Alors aujourd'hui on a reçu Eddy Compère, le directeur du Centre culturel sioniste, qui nous a annoncé une très bonne nouvelle, la création bientôt d'un conservatoire de la musique et des arts en Guadeloupe. C'est Monsieur Jalton, le président de Cap Excellence, qui a lancé cette initiative et ça va probablement aboutir d'ici la fin de l'année. Ça c'est une très bonne nouvelle. Et puis il nous a parlé aussi du festival qui arrive, festival de jazz qui revient aussi à Cap Excellence. Bref, de bonnes nouvelles avec Eddy Compère. On a reçu Francette Florimont pour son ouvrage que je vous conseille vraiment. Voilà pourquoi il faut demeurer confiant. Vous voyez en couverture en ce moment. Emina Demar nous a parlé de l'importance et de la nécessité d'avoir un expert comptable ou une experte. Et puis on a terminé avec Magali, la chroniqueuse de Numéramag, qui nous a expliqué l'intérêt d'avoir un mot de passe de 12 lettres minimum, 12 éléments, 12 éléments, pas 12 lettres, 12 éléments, 12 caractères minimum, et de prendre pour cela des précautions, parce que de plus en plus on est hacké. Vous savez que la région a été hackée récemment, Martinique aussi, ça arrive tous les jours, et quand on prend vos données, vos data, eh bien, vous êtes à la rue. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie de votre attention. On se retrouve demain à la même heure, 12h30. Il est 14h exactement. On a perdu peut-être 2 petites minutes, mais enfin, quand même, on va les rattraper demain, n'est-ce pas, Jordan? Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Il ne sera pas là demain, Jordan, ce sera Yann. Allez, à demain à la même heure, 12h30.